Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur Investisseur Rentier, la chaîne qui va te parler d'éthique et surtout de finances islamiques. Sur Investisseur Rentier, tu vas retrouver du contenu qui va te permettre de gérer au mieux tes finances personnelles. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je me présente, Moustapha Moussa, donc je suis investisseur et entrepreneur. Sur Investisseur Rentier, tu vas trouver du contenu qui va t'aider à ce que toi aussi tu puisses entreprendre ou tout simplement investir. Sans plus attendre, nous allons aborder le premier thème de cette vidéo. Quels sont les principes fondamentaux de la finance islamique? Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Donc, je te souhaite la bienvenue dans la suite de cette vidéo. Donc, nous allons voir 6 principes de la finance islamique. Alors, je vais faire en sorte que cette vidéo soit très simple. Donc, je vais éviter les termes arabophones parce que c'est compliqué pour certaines personnes et la plupart du temps, on ne les retient pas à part le terme de riba. Alors, le premier principe, c'est justement l'introduction du riba. Le riba, c'est quoi? C'est le fait de demander un surplus suite à un capital, par exemple, qu'on a prêté. Alors, il y a plusieurs catégories de riba, donc nous n'allons pas rentrer dans ces différentes catégories. Donc, on va rester sur un exemple très simple, concret, que vous connaissez. Par exemple, lorsque vous partez et que vous empruntez auprès de la banque va vous donner un capital et elle va exiger de vous des intérêts supplémentaires. Donc ça, typiquement, c'est une forme de riba. Donc c'est une forme de transaction à intérêt qui n'est pas autorisée au sein des principes de la finance islamique. Ensuite, vous avez le deuxième principe qui est le principe de profit et de perte. Donc typiquement, si on reprend le cas de notre banquier, lorsque vous empruntez et que vous faites un achat de résidence principale, par exemple, le banquier ne prend pas réellement de risque dans le sens où il va demander un certain nombre de garanties et ne partage tout simplement pas le risque avec vous. Un cas encore plus simple, c'est lorsque vous montez un business. Donc vous voulez monter un business, vous partez, vous vous empruntez au niveau de la banque. Donc, par exemple, vous empruntez 5 000 euros, vous montez un business, le business ne fonctionne pas, la banque va quand même vous demander non seulement de rembourser le capital, mais aussi de leur donner les intérêts. Alors que dans le cas des profits et des pertes, si le business réussit avec votre associé, par exemple, si vous êtes à 50-50, si ça réussit, vous allez gagner 50% des bénéfices et votre associé va gagner 50% des bénéfices. Si vous faites des pertes, vous supportez les pertes de la même manière. Troisième principe, c'est le fait d'éviter des contrats qui contiennent une part de spéculation hasardeuse. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les transactions comme le viager. Le viager consiste à ce que vous donnez un capital qu'on appelle un bouquet pour acheter par exemple une maison à une personne qui est âgée. Et vous allez donner tous les mois, en plus du capital que vous avez donné, c'est-à-dire tous les mois, vous allez donner un certain nombre de mensualités au vendeur, à cette personne âgée, jusqu'à son décès. Le problème, c'est que nous ne savons pas à l'avance la date de survenue du décès de la personne qui va vous vendre la maison. Donc là également, vous voyez qu'il y a une part de contrat qui est aléatoire et vous pouvez aussi léser les héritiers. Dans quel cas? Supposons que vous avez acheté la maison auprès du vendeur et que le lendemain de cette transaction ou bien une semaine ou un mois après cette transaction, le vendeur venait à décéder. Donc vous aurez acheté la maison beaucoup moins cher parce que le capital que vous versez au début parfois ne représente que 10 ou 20% du montant total. Donc dans ce type de configuration, vous avez lésé les héritiers du vendeur. D'accord? Et dans l'autre type de cas, si vous mourrez avant le vendeur, là c'est vous qui êtes lésé. Bref, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas acheter des produits ou conclure un contrat sur une base qui est aléatoire. Quatrième principe, c'est le fait d'acheter des actifs tangibles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tangible? Tangible, c'est tout simplement ce qui existe bien, c'est quelque chose qui peut être quantifié de manière palpable, c'est quelque chose de réel. Un cas d'actifs non tangibles, par exemple, aujourd'hui sur les marchés financiers, vous pouvez tout simplement conclure un contrat, avec une personne et lui dire, écoute, si la température augmente de 5 degrés, tu me donnes 5% de ton capital. À l'inverse, si la température baisse de 5 degrés, alors ça sera à moi de te reverser les 5% du capital. Donc vous voyez, ça c'est des types de contrats, entre guillemets, qui ne sont basés sur rien de concret, de tangible. Alors j'ai donné le cas de la température, c'est pour simplifier les choses. Sur les marchés financiers,
vous allez voir des types de contrats qui sont adossés soit à du pétrole, soit à des actions, soit à un certain nombre de choses. Cinquième principe, c'est le fait de vendre quelque chose qu'on possède. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, typiquement vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Vous êtes tout à fait capable d'acheter un produit, de le vendre sans en être le propriétaire. Vous empruntez les produits chez une personne A, vous la vendez à une personne B et après, vous allez rembourser la personne A. Donc, on voit bien évidemment le danger de ce type de transaction. Sixième principe, pour que vous achetiez quelque chose, il faut que vous ayez une bonne connaissance de la chose. Donc, il faut que vous ayez des éléments détaillés. Même si vous ne voyez pas la chose sous vos yeux, il faut que, en tout cas, les caractéristiques du produit, par exemple, ça peut être une voiture. Si vous souhaitez, par exemple, acheter une voiture, le mieux, c'est que vous partiez voir vous-même la voiture. Ou bien, si c'est une voiture que vous commandez, il faut que vous ayez les caractéristiques très précises. Cela pour éviter simplement que vous soyez lésé et que vous achetez quelque chose qui a un défaut. Donc, en résumé, vous voyez qu'il y a pas mal de points de différence par rapport à la finance classique. La partie sur le crédit à intérêt, la partie sur le partage des pertes et profits, la partie sur le fait qu'il faut vendre quelque chose que vous possédez, la partie sur le fait que vous ne pouvez pas faire de contrat basé sur quelque chose d'aléatoire, il faut que vous achetez quelque chose dont vous avez aussi une très bonne connaissance. Tous ces aspects vous encouragent plutôt à entreprendre et à être plus équitable dans vos transactions et surtout à éviter de la spéculation à outrance, c'est qui par le passé a généré notamment des crises comme la crise de 2008 qui est la crise des subprimes. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, de t'abonner et mettez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez que nous traitions en termes de finances islamiques. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.